Alors, bah, écoute, merci Erwan de ta présence. Bonjour à tous. Merci Sally pour ton lurk. Bon rangement. Euh, je sais pas si du coup ton chat est familier avec l'univers de Dune. Alors je sais pas, on verra bien. Ça va être au feeling. Ça va être Ah, au feeling. Moi personnellement, comme je te l'ai dit en hors stream, j'ai été bercé avec ce film et cet univers. Après, je suis pas un fan à tout connaître absolument de Dune, mais je peux dire que j'ai été bercé par ce film, clairement. totalement. Je vais juste faire un rappel pour ceux qui ne connaissent pas. Donc Dune, c'est une saga donc de Frank Herbert. Avec de nombreux tomes. Hein. C'est une saga qui est quand même relativement assez vieille. Hein. C'est une saga qui date de 1965 en fait. Hein. Mm. Ouais, Euh, et, euh, et bonsoir, Jean-Benoît. On est donc du coup en stream avec Erwan, qui du coup... Est-ce que tu peux peut-être te présenter pour Jean-Benoît de mon côté, qui peut-être ne t'a jamais vu, ne Alors, jamais rencontré? je j'aime pas me définir comme ça, mais entre guillemets, je suis artiste peintre traditionnel principalement. Je suis, comment dire, principalement influencé par les univers de l'heroic fantasy et de la science-fiction, puisque je suis né en 79. J'ai grandi à travers des œuvres comme Dune, comme Alien et, et par la suite Dark Crystal aussi, pour situer deux univers, enfin plusieurs univers qui sont assez différents mais qui ont largement influencé mon travail artistique globalement. Ce qui est bien, En c'est gros. qu'on se retrouve, c'est qu'à même 10 ans d'écart, on a les mêmes références en fait, c'est trop bien. Mais ouais, c'est le charme de ces À œuvres. part Dark Crystal, que j'ai découvert vraiment sur le tard. Ouais, mais après, voilà, je pense que c'est des œuvres qui sont intemporelles. Donc, il n'y a pas de génération. C'est comme pour les bandes dessinées. Il y a les bandes dessinées ou les animés. En réalité, quand les nouvelles générations découvrent les anciennes, ce que moi j'ai découvert quand j'étais gamin, ben ils se reconnaissent dedans aussi. Donc il y a quelque chose d'intemporel dans tout ça. Ouais. Bonsoir Plumélu, le grand Franck Salut, Oz. Du coup, je te propose du coup qu'on commence peut-être par échanger sur en tout cas. Donc, on a préparé nous de notre côté donc des ATC et des petites cartes qui vont nous permettre de faire des recherches et peut-être des plus grands formats en fonction des illustrations qui nous viennent à l'esprit. Mm. Peut-être ce que je me disais, c'est qu'on pouvait peut-être commencer par justement sketcher nos personnages un petit peu iconiques. Voilà, je pense on a plusieurs thèmes en fait. Hein. On voulait aborder un peu les Oui. personnages iconiques, des paysages. Qu'est-ce que tu veux qu'on regarde en premier? Eh bien, moi On justement, était très intense, très intense. Vas-y, je t'en prie. j'allais te proposer que tu me dis, enfin que tu proposes justement toi, euh, soit un personnage ou soit une faction, si on peut parler comme ça, puisque dans Dune, il y a quatre principales factions. Il y a les Harkonnen, il y a l'Empire, il y a Caladan et Dune pour les planètes. Après, il y a les Bene Gesserit pour les annexes, qui n'ont pas véritablement de planète à proprement dit, si mes souvenirs sont bons. Et après, il y a la guilde. La Space Guild. Ouais. Donc, Euh, suivant toi ce que tu veux, il y a ces six univers sur lesquels on pourrait travailler indépendamment. Et toi, vers quoi tu as envie de Alors, t'orienter?
On peut pour le coup partir sur la Space Guild. J'ai vu que tu avais repéré 2-3 images, moi aussi, et on pourra peut-être aussi parler de l'architecture justement qui est assez marquante dans les premiers films. Dans les premiers, l'architecture justement de cette salle de trône qui est vraiment très très particulière. Ouais. On peut partir là-dessus, du coup, on avait sélectionné. Et oui, Jean-Benoît, donc du coup, Dune, il y a eu énormément d'adaptations, il y a eu des jeux vidéo, il y a eu donc le film de David Lynch, qui pour le coup, en tout cas, est celui-là qui nous a marqué. Et donc il y a le Dune de Denis Villeneuve qui est censé sortir sous peu et que je pense qu'on attend beaucoup. Ah oui. Euh, euh, c'est vrai que je me souviens quand j'étais en stream la dernière fois avec toi, tu me disais que quand tu avais vu Dune pour la première fois, tu étais un petit peu perplexe sur Kyle MacLachlan, justement celui qui joue Paul Atreides. Ouais. De la même manière, j'étais aussi perplexe sur le personnage principal de Paul que Denis Villeneuve avait choisi. Mais finalement, ça a été la bonne surprise parce qu'en fait, Kyle MacLachlan joue très très bien en fait dans ce rôle-là. Donc voilà, donc c'est même si David Lynch a renié son film, je l'aime beaucoup quand même. Ben, c'est la même chose. Étant donné que j'ai connu ce film, j'ai eu la chance de le voir au cinéma à sa sortie. Il est sorti en 84 ou 85, je sais plus, et je devais avoir 5-6 ans. Donc j'ai vu ce film à l'âge de 5-6 ans. Donc autant dire que ouais, il m'a clairement marqué. Ouais. Et je pouvais pas être indifférent à cet univers, ouais, clairement. Super beau. Donc on partirait sur, tu m'as dit, la salle Euh, de ouais, on partirait, ouais. Donc du coup, là, j'affiche les images. Donc j'affiche les images sur le Discord si vous voulez. Donc du coup, allez voir sur le Discord. Nous avons mis nos images. Je crois que tu les as mis aussi peut-être chez toi. Ouais, ouais, ouais. Euh, Donc ouais, donc il y avait la Space Guild avec justement ces fameux, et c'est surtout moi ce qui me plaisait énormément, c'était le navigateur de la Space Guild, cette Ah espèce de oui, larve, ouais. euh, cette espèce Elle de est à la fois larve. et hyper esthétique. Oui, ça c'est exactement le. Attends, j'essaye de retrouver. Tac. Non, pas là. Alors je vais le faire. Non, je peux pas le faire là. Ok, bah de toute façon, ouais, non, c'est bon. C'est bon pour moi. Allez, on part sur ça. Ils ont la particularité en fait d'utiliser donc l'épice pour replier l'espace et le temps, pour se Mhm. déplacer beaucoup plus vite en fait. D'ailleurs, concept qui est très très intéressant, ça. Cette idée de pouvoir replier l'espace comme si c'était une feuille de papier. C'est quelque chose qui apparaît dans. Alors, je suis pas du tout scientifique pour un brin. Je suis beaucoup trop émotionnel pour être scientifique. Mais il y a des représentations de l'espace où il plie. Ben, je vais faire un schéma. Oui, et bah replier en fait comme. Attends, parce que Comme une j'ai feuille de peut-être un papier. mouchoir en fait. En fait, oui, c'est totalement ça. Et dans une scène du film, justement, on les voit replier, mettre le vaisseau, et le vaisseau se plie en fait, comme ça, en tout petit en fait, pour être transporté. Et oui, c'est des théories qui étaient envisagées, hein, si jamais un jour ça se fait. Ben ouais, ouais. Et c'est assez fou. Enfin, moi, c'est un truc qui. C'est un film qui propose une ouverture à l'imaginaire. Et de l'autre côté, l'œuvre originale de Frank Herbert, pardon, va chercher des références dans des choses concrètes de son époque, dans la science, dans les observations astronomiques, et ce genre de choses. C'est ce qui donne encore plus de profondeur à son œuvre. Moi, je trouve qu'il y a un aspect très intéressant, c'est l'aspect économique. Alors, il n'est pas abordé dans le film, il est plus abordé vraiment dans le livre. Tout l'aspect géopolitique autour de la guilde, justement, qui ne veut pas, en fait, que l'épice se retrouve sur le marché, parce qu'ils ont le monopole grâce à ça, en fait. En gros, c'est comme si la RATP
avait le monopole en fait de tous les métros, de tous les métros, de toutes les rames de métro en fait, dans tout le monde entier en fait. Et qu'un fabricant externe proposait de commercialiser ces technologies limite gratuitement en fait. Bah, quelque chose de très concret, hein, le pétrole, c'est quelque chose qui pourrait s'y apparenter clairement dans notre quotidien. Tout à fait. Mais il y a un aspect justement par rapport à l'épice qui, alors, je vais pas faire l'apologie de quoi que ce soit, mais l'épice tel qu'il est abordé dans comment ça s'appelle? Dans Dune, ça s'apparente à un aliment et de la même manière à une forme de drogue parce que, la guilde, c'est, les passeurs ne peuvent pas vivre sans Oui. et ça pourrait presque même s'apparenter au sucre. Le sucre, c'est clairement une drogue qui est utilisée dans les aliments aujourd'hui, dans nos aliments et il y a ce côté-là, en fait, un peu, chamanique, spirituel à travers l'épice. Il y a quelque chose qui est assez latent, en fait. Ou, de la même manière, cette manière de ces êtres de la guilde, qui arrivent à percevoir, l'avenir ou lire, dans la pensée de leur interlocuteur, il y a quelque chose d'un peu chamanique, Mm. heu, amérindien ou mongol. De pouvoir, à travers la consommation de l'épice, ils arrivent à décupler leurs, facultés, hem, sensorielles et de perception des autres et de leur environnement. Ouais, de toute façon, au final, quand on regarde, c'est les deux factions qui ont un côté très de ce côté-là. Hein. T'as le côté des Bene Gesserit qui utilisent aussi Oui, ce genre de, mais à la limite pas neutralement. Alors que en fait, la guilde spatiale est très neutre en fait au final. Alors que à la différence des Bene Gesserit qui utilisent ce pouvoir un peu plus pour le bien ou pour le mal en fonction de leurs intérêts, on va dire. ouais, ouais, ouais. Mais il y a aussi un peu d'intérêt aussi pour la guilde, hein, quand même. Parce que c'est quand même la guilde qui ordonne à l'empereur d'assassiner Paul, Oui, tout à fait. au début du film. Du coup, ils ont quand même leur intérêt personnel, elle est quand même clairement marquée. Et on sent que il y a déjà même si la guilde et les Bene Gesserit servent l'empereur à leur manière, les deux ont un intérêt à ce que l'empereur ait une oreille attentive à Leurs besoins. leurs attentes. Ouais, voilà. Ça, ouais, c'est ça que j'apprécie dans ce film, c'est que le point que tu relevais tout à l'heure, les relations diplomatiques entre les différentes factions, elles sont bien traitées dans ce film. Elles sont bien traitées. Un peu comme dans... Alors, oui, si quand même, dans Game of Thrones, la série, les relations diplomatiques, j'avais bien aimé cette mise en avant des relations entre les différentes maisons. Oui, oui, oui. Et c'est ce qu'on peut ressentir dans Dune à travers les différentes maisons également. Alors, moi je suis partie du coup sur un navigateur, un petit ATC. Ce qui est marrant dans la représentation qu'ils en ont fait, c'est que c'est des êtres qui sont issus d'une expérience de plus de 4000 ans. Et ils en sont réduits à une forme qui est assez proche d'un fœtus. En fait, David Lynch leur a donné la forme d'un fœtus. Sinon, techniquement, ils sont censés être. Ils ont une représentation mi-homme, mi-poisson et ils vivent dans des cuves d'épices. Mais je ne crois pas.
Je me demande, faudrait que je retrouve un petit peu, mais de mémoire, c'est juste, ouais, c'est juste leur apparence qui est totalement différente, mais impression accentuée par des mouvements natatoires qui leur permettent de rester en suspension, mais je crois pas qu'il y ait... En fait, c'est vraiment David Lynch, là, pour le coup, qui est parti vraiment dans cet aspect. Alors peut-être que les vieux navigateurs, bah, du coup, n'ont plus vraiment du tout forme humaine, et ça, pour le coup... D'accord, d'accord. Alors moi, du coup, je suis parti vraiment sur une interprétation assez clairement proche de l'interprétation du film. personnellement aussi, parce que justement, cette larve... on va venir voir ce que tu fais. Mais le côté poisson, je le retranscris dans le regard, en fait. Dans ce regard vide. Mais pour revenir sur l'influence qu'a pu avoir ce film Dune, quand j'étais enfant, euh, le jouet qui, qui a clairement marqué mon enfance et sur lequel je passais le plus de temps, c'était les Lego, et plus particulièrement les Lego Espace. Et je rejouais certaines scènes de Dune en créant des bases et tout ça. Ah, Et trop dans mon bien. imaginaire, je mettais ça. Et mon père avait acheté la cassette audio de la BO de Dune, justement. Et Ah. pour me lancer dans mes histoires, pour m'inspirer dans mes histoires et pour me plonger pleinement dans cet univers, j'ai utilisé justement la BO de Dune pour m'imaginer en train de revivre ça. Allez, je pars sur un petit ancrage, là. Je pense que là, je peux passer sans mentir, je pense, à la partie aquarelle. Donc voici ce que fait de son côté Henri Claas. Alors du coup, Ah, on voit pas très bien. Je vais essayer de rapprocher un peu la cam. Hop. Ça sera mieux ici. Ouais, c'est mieux. Voilà. On voit un peu mieux là. du coup, ouais, les navigateurs de la guilde, ouais, respirent en fait le nuage d'épices. Et ensuite replient l'espace et le temps. Ce qui fait que c'est le seul moyen de transport en fait dans la galaxie en fait. Alors, n'ayant pas lu tous les romans, mais est-ce que les... L'économie est bouleversée par la prise de pouvoir? Pas Oui. forcément, mais plus, est-ce que les navigateurs de la guilde, ça serait pas des anciens prophètes à la façon de Paul? Et je Hmm, suis posé. Salut Tibalt. Bah, oui et non. Salut. Pardon, désolé caméra. D'un coup dans ma caméra. Et salut Tibalt. T'as toujours eu du mal avec David Lynch? Ah oui. C'est vrai que l'esthétique est particulière, hein, bien reconnaître.
coup, tu disais que Coucou Bublof. Oui, en fait, quand tu poursuis dans les romans, en fait, le côté messie, en fait, c'est simplement en fait des contes et légendes des Bene Gesserit, en fait. Hein. Il n'y a pas réellement de messie, en fait. d'accord, ok. La force du Bene Gesserit, c'est d'implémenter des légendes qui, justement, sont là. Enfin, c'est là où le côté très religieux. Euh, c'est là où le côté très religieux en fait prend tout son sens en fait, c'est qu'ils implémentent en fait des religions qui sont censées pour les sauver en fait. En gros, c'est si ça se passe mal, on dit qu'on est l'élu et comme ça, la population locale nous sauve la vie. Ok, ok, je vois. Alors en fait, il y a à la fin il y a une sorte d'acte de Dieu où justement Paul fait pleuvoir, mais ça c'est juste expliqué comme étant en plus un phénomène météorologique qu'autre chose en fait à la fin en fait. Ouais, ouais, ouais. Un Et peu oui, à la manière de la... Lorsque j'avais vu ça dans un reportage, après, je sais pas si c'est avéré ou pas, mais à la manière de Moïse qui ouvre la mer en deux, et il semblerait qu'à cette époque-là, le Vésuve était rentré en éruption et que ça aurait créé un séisme, et ça collerait pile poil à ce moment-là où en fait la mer se serait retirée à l'endroit où il se trouvait, et c'est comme ça qu'ils auraient pu traverser et arriver jusqu'au mont Sinaï, en fait, dans la espèce de détroit là-bas. Donc ouais, ce sera un peu comme ça, un peu un côté messianique et un coup du sort. Ouais, ouais. voilà. Oh, peut-être un petit peu de pli. T'as fini? Oh, je pense qu'on est pas mal. Ouais, moi c'est bon. Bon, on a fini Alors le prochain. on fait les Bene Gesserit ou on le fait après? Alors, on avait plusieurs choses. On peut parler des Harkonnen. Ouais, c'est vrai, les Harkonnen, ouais. Et on peut faire les Bene Gesserit. Après, pour rester dans la configuration neutre, on peut rester sur les Bene Gesserit, mais terminer sur le Harkonnen, tu veux vraiment? Enfin, moi, c'était pas sur les Harkonnen que je voulais finir. Je voulais finir sur les Bene Gesserit, justement. Bah, parce fini. Ouais, du coup, tu veux enchaîner sur quoi? Ouais, je sais pas, j'hésite. Après, il y a aussi les Fremen qui j'aime bien leur style, le côté, les espèces de combinaisons qu'ils ont, et ils ont avec des tout petits éléments. C'est pour ça justement j'avais mis cette photo de Shiny qui est en noir et blanc. Elles ont un nom d'ailleurs, ces combinaisons, j'arrive pas à me souvenir. C'est des styles, style suit. Attends. Je suis en train de chercher. Non combinaison Fremen. Je n'arrive pas à retrouver le nom des combinaisons. Les 10 styles, voilà, c'est les 10 styles. Ouais, c'est ça, les 10 styles. Et en fait, ouais, il y a un côté à la fois très moderne avec le côté très moulant sur le corps pour justement capter la sueur et les urines, enfin l'eau qu'il y a dans la sueur et les selles et l'urine bien sûr. Et en même temps, il y a un côté assez tribal en fait dans cette image. J'aime beaucoup.
Ah bah écoute, enfilons nos distils. Donc c'est parti, vous avez entendu Erwan, faites pipi dans des bouteilles, on va les garder pour les mettre dans les distils maintenant, C'est à ça. partir de maintenant. Mais j'aimais bien ce concept en fait. Ah bah oui, totalement, c'était le côté un peu recyclé. En fait, les Fremen, ils sont ultra écologiques, hein, en fait, hein, Ouais, clairement, ouais, clairement. comme, Bah, ils sont obligés. comme Non. faction. Ouais, ouais, ils sont obligés. C'est parce qu'ils sont obligés de vivre comme ça qu'ils sont écologiques. Et je pense que dans l'avenir, c'est parce qu'on va être obligé de vivre dans des conditions extrêmes qu'on va être obligé d'être écologique, hein. Donc pour expliquer un petit peu, du coup, à ceux qui ne connaissent pas un petit peu l'univers de Dune, donc la planète Arrakis est une planète composée donc de dunes, comme le nom du film l'indique et du livre l'indique. Là-bas vivent donc du coup les Fremen. Donc les Fremen, qu'est-ce que c'est? Donc ce sont des autochtones qui vivent en fait sur Arrakis. Ils ont la particularité en fait d'avoir les yeux bleus. Pardon? C'est que le blanc des yeux est bleu Ouais, et que leur yeux est bleu. Enfin, l'iris est bleu aussi. c'est ça. De mémoire, c'est dû à l'épice en fait. C'est l'épice Oui. c'est la présence d'un épice concentré qui transforme en fait leurs yeux. Ouais. Et donc du coup, ils ont vraiment un culte qui est tourné autour de l'eau en fait. Leur religion en fait, c'est vraiment autour de l'eau en fait, hein. L'eau qui est autour de l'épice en fait. En fait, ce qu'il y a vraiment avec Arrakis, c'est vraiment, comme on disait, c'est vraiment l'aspect écologique parce que les Fremen protègent les vers. Les vers, eux, protègent l'épice. L'épice qui permet la production justement d'eau en sous-sol dans les cavernes des Fremen. Je crois de temps en temps déborde et je crois qu'il y a régulièrement, pas régulièrement, mais plusieurs centaines d'années, je crois qu'il y a des crues sur Arrakis où la planète est recouverte d'eau, c'est vraiment un cycle. Et t'as vraiment ce côté vraiment cyclique et c'est vraiment de protéger en tout cas ce cycle-là en fait. Et le fait que les Harkonnen, du coup, on est vraiment encore industrialisation versus nature, débarquent et détruisent ce cycle, du coup, ça perturbe les vers, perturbe l'eau, enfin, ça perturbe énormément de choses en fait sur Arrakis. Ouais, ouais, ouais. Et par rapport à l'eau, dans le livre, de ce que je me rappelle, c'est un passage qui n'est pas dans le film. C'est en fait pour que Paul puisse suivre les Fremen dans leur cité. Il est provoqué en duel contre un autre Fremen. Et à l'issue de ce combat, le Fremen perd. Et Paul gagne, en l'occurrence. Ouais. Et au moment où il tue son adversaire, Paul, il commence à pleurer en fait. Et il y a la parole d'un des Fremen qui dit que Il verse son eau. son eau pour un autre. Et j'ai trouvé ce passage extrêmement émouvant en fait, ce côté du rapport précieux à l'eau Mm. et de reconnaître la valeur de l'individu à travers les larmes qu'il verse pour son adversaire. Même sans ça, la monnaie en fait des Fremen, c'est de l'eau, hein. De mémoire, c'est des rations d'eau. Alors elles sont représentées sous forme de petites, ils ont une monnaie taillée, je crois, ce sont des rations d'eau en fait, hein. Ce sont des rations d'eau qu'ils s'échangent. Ouais. Il y a un autre parallèle que je voulais faire tout à l'heure par rapport au film de Dune, c'est que quand j'ai été petit, j'avais vu à la télé le film Laurence d'Arabie. Et il y a un parallèle, je trouve, qui pourrait être fait entre Paul et Laurence d'Arabie, justement. Laurence d'Arabie, qui est un occidental qui arrive en Arabie Saoudite, enfin au Proche-Orient, et qui s'allie aux autochtones. Et du coup, mène une révolution. Et Paul, il y a un peu ce même cheminement, en fait. Il y a quelque chose qui est assez similaire entre ces deux histoires, entre Laurence d'Arabie et Dune, et Paul en particulier. Ah, c'est un parallèle intéressant. Et le truc, c'est que dans le film de Laurence d'Arabie, il a les yeux bleus, mais un bleu azur. Et je me pose la question à savoir, est-ce que Frank Herbert serait pas inspiré de ça? Ouais, peut-être. Je sais pas, j'en sais rien du tout.
C'est purement des suppositions, je j'avance rien, il y a aucune affirmation, c'est juste, le fruit de ma pensée qui m'a amené Non, à mais alors en fait, ouais, non, en fait, je viens de rapidement taper et t'es pas le seul à faire ce rapprochement en fait, hein. ouais? Non, non, t'es clairement pas le seul à faire ce rapprochement. O Donc ouais. Mais, mais c'est vrai qu'au final, c'est assez fou parce que les Fremen, c'est vraiment un peuple intéressant parce que c'est une société qui est très égalitaire, dans laquelle les femmes sont vraiment égales des hommes, ouais, c'est un peu l'idéal vers lequel on devrait tendre en fait, qui sont mus en tout cas par un intérêt collectif, qui sont respectueuses de l'environnement, où tout le monde contribue à part égale. Et en fait, en parallèle de ça, les hommes du désert sont habillés les hommes bleus. Ils sont habillés de toile bleue indigo. Oui, en effet. Oui, donc je pense qu'il y a une inspiration clairement de ce côté-là. Je sais plus. Oui, et que au final, c'est quand même un peuple qui va être manipulé par cette histoire de Kwisatz Haderach, implantée ouais, par le Bene Gesserit, et oui, qui, malgré le fait qu'elle soit égalitaire, mue par un intérêt collectif, va causer des ravages monumentaux avec une djihad qu'on ne pourra pas éviter malgré les mariages. Hein. Il y a quand même cette djihad là en fait. C'est marrant que le peuple le plus, on va dire, innocent et le plus avancé en même temps se soit fait manipuler comme ça en fait. ouais, et le truc, c'est que le terme de djihad est clairement employé dans Tu le peux... film et aussi dans le livre. Ah, ils le disent dans le film. Je me souvenais dans Oui, le oui, livre, mais je me souvenais pas oui, dans le film. oui, oui, c'est un terme qui est clairement employé dans les 2 œuvres. Il est clairement utilisé ce terme-là, ouais. Mmh. D'émancipation. Enfin, ouais, Ah oui, Paul Muad'Dib, la souris du désert, c'est la souris qu'on trouve sur la lune, hein. L'image de la souris qui est sur la lune. ouais, c'est ça. Moatib. Paul Muad'Dib. Ou Usul aussi. Ou Soul, ouais. Ouais, ouais, ouais. Alors du coup, qu'est-ce que tu choisis comme image? Tu vas représenter des combinaisons Fremen? Bah, moi, je propose que ça soit une interprétation libre Oui, sans oui. forcément. Non, Ouais, j'étais plutôt curieuse en fait. J'étais vraiment curieuse de ce que tu allais choisir. mais bon, moi, Shiny, étant donné que c'est un personnage qui, pour moi, m'a beaucoup marqué et que j'affectionne tout particulièrement, je vais partir sur Shiny pour ma part. Pour ma part. Clairement, ouais. Moi, je me tâte encore. Pardon, si c'est ma table qui grince, c'est ma règle. Hop, je vais remettre. Dans la série de livres de science-fiction d'une Frankamat, il existe un riche vocabulaire, souvent d'origine arabe, mais vient-il de l'arabe classique ou contemporain? Usul, qui signifierait base du pilier, Muad'Dib, Kwisatz Haderach, Mahdi, ouais, le Gom Jabbar, en effet, la Sayadina, ouais, c'est vrai, tout à fait, il y a la Sayadina. Après, je suis pas spécialiste de l'arabe classique ou contemporain pour répondre, mais clairement, ouais. Ah, je me souvenais plus de la Sayadina, mais oui, c'est la Sayadina de mémoire, c'est la matriarche Fremen. Ouais, 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 je vois, ouais. Oui, oui, c'est vrai. Mais de toute façon, quand on voit le film, on voit clairement les références à la réalité, quoi. Hein. Y a pas de souci pour ça. Hein. Le peuple Fremen, c'est clairement un peuple qui serait du Proche-Orient et qui subit les altercations et les guerres incestines de l'Occident, clairement. Sachant que déjà à l'époque, Frank Herbert, tout à l'heure tu avais donné la date où il a écrit le 1963. 1963. Bah, c'est pile poil cette époque où il a commencé à y avoir justement euh, l'Occident qui a investi
de manière politique et économique le Proche-Orient justement pour l'exploitation pétrolière, hein, clairement. Et il n'y a pas que les États-Unis qui ont un rôle à jouer là-dedans, hein. La France y est pour beaucoup aussi. Bon, après, on n'est pas là non plus pour prendre des positions politiques ou faire une interprétation de ce qui se passe. Mais bon, juste pour faire un parallèle entre l'œuvre de Herbert et notre réalité, tout simplement. Alors moi, je pars sur un verre des sables, parce que c'est vraiment une des choses que j'aime beaucoup. Je l'avais déjà dessiné, mais du coup, je suis en train de... le bec, et je suis en train de voir le bec. Alors pour la petite information, du coup, pendant que tu dessines, mettre une distille, il paraît que c'était très compliqué. Et on reconnaissait, et donc dans le livre et dans le film, en fait, le fait que Paul sache comment mettre une distille l'intègre plus facilement au Fremen, en fait. Et je crois que dans le livre, c'est parce qu'en fait, il l'avait lu à l'avance ou qu'il l'avait vu aussi un petit peu. Mais voilà, en fait, et par contre, ouais, ça recouvre tout le corps, mis à part juste une partie du visage. Donc en fait, normalement, les distilles sont censés avoir une capuche qu'il n'y a pas dans le film pour des raisons aussi esthétiques. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ça me parle tout ce que tu dis. Le côté aussi bien le moment où il se documente sur le distill que sur l'apparence. C'est vrai. Ça me parle. Parce que bon, pour ma part, le roman, je l'ai lu en 2006. Donc autant dire que ça remonte à quelques années en arrière. Il y a 15 ans. Pour toi, Nevar, c'est Blade Runner qui t'a mis une claque. Ah ben Blade Runner, ça va être le prochain sujet d'un popcorn en fait. Hein, donc tu vas être content, Nevar. Ah voilà. On n'a pas encore de date de prévu, mais... Les années 80 sont riches en films qui sont très marquants dans la science-fiction ou l'heroic fantasy. Que ce soit Blade Runner ou Alien ou encore même Robocop, hein, à sa manière, c'est un film qui traite de phénomènes de société où la société est complètement dirigée par le fric et même la sécurité civile est gérée par le fric, quoi. Il y a plein de choses comme ça qui sont traitées qui sont super intéressantes. Ou alors Total Recall. Oh oui, Total Recall, ouais. Ça aussi. Il y a... tout à l'heure j'en parlais de Dark Crystal, ça aussi. C'est un sacré film, ça. Mais Star Wars, pareil, hein, de la même manière, je sais plus qui c'est qui dans ton chat parlait de Star Wars.
Star Wars, mais ça fait partie des trilogies qui, quand j'étais gamin, à partir du moment où mes parents ont acheté un magnétoscope, Star Wars, j'ai dû le regarder. Avec Dune, c'est des films que j'ai dû regarder, mais en boucle. Je compte même plus le nombre de fois que je les ai vus, hein. Et Dark Crystal aussi, hein. Dark Crystal, ça a été une vraie révélation. En fait, Dune, j'ai pu découvrir ce film grâce à mon grand frère qui était adolescent. Il devait avoir 14-15 ans à ce moment-là. Et moi, j'avais, comme je t'avais dit tout à l'heure, 5-6 ans. C'est lui qui m'amène à la scène de cinéma. Et c'est lui qui allait louer les cassettes de films. Et je regardais les films qu'à condition que mon frère soit à côté de moi. Pour s'il y avait des scènes un peu choquantes ou quoi. Et c'est comme ça que j'ai pu voir ce genre de film. Aujourd'hui, je pense pas que ça passerait. Parce que quand même, Dune, c'est assez hardcore à certains moments. Notamment le passage avec le baron. Ouais. Déjà qu'il il est quand même relativement moins hardcore que dans le livre. Ouais, Et dans le livre, le baron Harkonnen est quand même un pédophile. oui, clairement, ouais. Ouais, clairement. Mais cette scène là où il y a On pense à la scène en vert, c'est ça? Oui, où en fait, il retire la capsule Ouais, qui le cœur. permet la circulation du sang, c'est hard, quoi. Je pense qu'à ce moment-là, mon frère a dû me cacher les yeux parce que c'est après coup que ça m'avait marqué, ça. Mais bon, j'ai eu la chance, étant petit, de découvrir ça. Mais aussi, quand j'étais gamin, on a eu la chance d'avoir des dessins animés comme Albator dans l'univers science-fiction. Prenez pas, enfin ouais, qui vraiment traitaient de sujets assez graves, quoi. Bon, ça va. Bah, c'est très bien. Mais en fait, là, c'est parce qu'on le voit comme ça. Mais si je le mets droit. Ah, c'est parce que du coup, c'est orienté. Tu l'as. D'accord, ok, oui, ok, je comprends. Quand c'est comme ça, on le voit pas. C'est bon, c'est nickel, ça passe. Quand c'est comme ça passe pas. Oh, ça va. Oui, je le vois, mais c'est. Shiny. Et toi, maintenant, qu'est-ce que tu nous proposerais là? Harkonnen? Je pense qu'on a encore Allez. un peu de temps. Je pense qu'on est chaud patate. On peut se faire Harkonnen et les Bene Gesserit. Allez, Harkonnen. Et merci Zoom pour le follow. Tu as droit à un petit chat. Je repasse en... je sais pas, donc tu as droit à un petit chat. Qu'est-ce que je lui fais à Zoom? Alors attends, on a déjà fait le petit chat Harkonnen. On a fait le petit chat Fremen. On va lui faire le petit chat Bene Gesserit. Ça lui va tellement bien. En réalité, si tu avais l'occasion de le rencontrer, tu lui aurais fait plutôt le baron. Ah mais le problème c'est que j'ai déjà fait le baron, ou alors je lui fais le baron... Alors attends. Ah non, tu sais quoi, je vais lui faire Fade. Avec le... avec le... Ouais, on est d'accord. Tu vas avoir un slip d'enfer. Avec les pecs là. Ah, pardon. Ouais, voilà. Comme ça, on voit. Ah oui, il y a la coupe aussi. Ah oui, il a une coupe. C'est une coupe en brosse là, un peu. Ouais, voilà, ouais, comme ça, un peu à l'arrache, ouais. C'est vrai, ouais. Voilà. Tu as Fade. C'est qui sort du sauna là, où il est tout steamy là, en mode regardez mes pecs. D'ailleurs, pour la petite histoire, Fade, c'est pas, est un peu le. Rodent, tu sais quoi, j'avais pensé à Society, le film dont tu viens de parler lorsque j'ai fait la blague sur ton stream. Ah voilà, la boucle est bouclée, hein, voilà. Fade, en fait, de mémoire, il n'a pas une enfance si simple que ça. En fait, il est assassin au même titre que... c'est quoi, c'est non, c'est pas Baran, c'est...
Ton Euh, neveu là, ouais, au son bar, neveu. Comment il ouais, s'appelle? Ba quelque c'est chose. Un c'est truc de... Sting en fait qui joue le rôle du neveu, ouais. Non, Ban, c'est ça. Il y a Ban et il y a Fade. Et Ouais, donc Ban, c'est celui qui était un peu corpulent. Et Fade, c'est justement oui, voilà, le ouais. petit mince. J'ai inversé les deux, oui, effectivement, ouais. Et en fait, Fade et Ban, donc Fade fait une tentative d'assassinat en fait sur le baron, parce qu'en fait, clairement, Fade a été maltraité par le baron étant enfant, et Ouais, essaye d'échapper le plus possible aux griffes en fait du baron. Ah, Raban la bête, exactement. oui. Donc, et Raban c'est pas mieux hein, dans son cas. Donc, Fade, il est présenté comme étant très sûr de lui, voilà, mais en fait, au final, derrière, le personnage est un petit peu plus complexe que ça, en fait. D'accord, ok. Mais Fade, justement, enfin Sting dans le film, il joue super bien, hein. Il est très très bon, hein, Sting dans ce film. J'aime bien ce personnage qu'il incarne. Ce côté fou, ouais, comment dire. Ouais, il a un côté chien fou dans le film. Ouais, totalement. Que les astres lubriques brillent sur vos fesses. Ah, mais je sens que je vais garder ça en phrase de clôture, en fait. Ah, c'est pas mal ça. Pas mal, pas mal, je valide. Donc du coup, ouais, je reprends mon Discord pour vous montrer des images donc des Harkonnen. Ouais, donc ouais, les Harkonnen en fait, justement, tu me disais avant le stream que eux, clairement, ils ont une esthétique très industrielle. Et donc je suis en train de Ouais. chercher cette image-là du film que je suis en train de montrer. Oui, 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 clairement, ouais. Avec, bon, on pourrait aussi montrer l'image de Jodorowsky et de Giger qui en ont fait deux interprétations qui sont juste superbes aussi, hein, d'ailleurs. Mais Euh, d'ailleurs, cette image-là, si dans Blade Runner, si tu enlèves les hologrammes et tu sais, toutes les publicités des villes, ça pourrait être une image qu'on pourrait retrouver dans un Blade Runner, ça par exemple, dans une représentation de cité futuriste. Qu'on croirait aussi sorti de Brésil, aussi d'Irodent, et je valide totalement. Mm, mm. Et ouais, les Harkonnen, ouais, c'est clairement l'industrie, le côté technologique. Alors après, vu que tu connais Nécropolis. l'or que moi, vu que tu as lu plus d'ouvrages de Dune que moi, parce que moi, il y a un truc qui m'intrigue, c'est qu'au tout début du film, la version revisitée, il parle justement que la civilisation humaine a complètement laissé de côté les robots et l'aspect robotique, parce que bon, il s'est passé la guerre entre les humains et les robots. Oui. Et est-ce que les Harkonnen, comment ils sont vus, perçus par rapport à ça? Parce qu'ils ont quand même, ils sont quand même dans une technologie qui serait assez proche de l'utilisation des robots, quoi. Presque. C'est une bonne question. Je n'ai pas assez de connaissances sur la Bon, civilisation Harkonnen pour te répondre, je t'avoue. ouais, c'est peut-être Euh, des résidus de cette époque où il y avait encore des robots, alors. Ah, euh, est-ce qu'on a dans le chat non, on parle de Métropolis dans mon chat. Métropolis, oui, c'est vrai, c'est vrai qu'il y a un côté Métropolis. Et merci beaucoup, Jus, pour le Prime, ça fait grave plaisir. Merci beaucoup, mon poulet. Ça y est, t'as l'icône. Eh oui, t'as Ico. Et t'as même la carpe. Ouais, 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 clairement, oui, oui. Métropolis, oui, il y a de ça, oui. Il y a de ça aussi, ouais. Mais c'est ce que je me disais justement avant qu'on fasse ce stream, c'est que quelles que soient les factions, on prend un peu toutes les factions. C'est le terme, c'est pas caricature que j'avais trouvé tout à l'heure, c'est ah, ça me revient pas. Bon, je vais utiliser le terme caricature, mais c'est pas le terme que je veux utiliser initialement. C'est que pour chacune des factions, il y a une forme de caricature dans l'expression graphique et visuelle de chacune d'elles. Et elle est suffisamment fine pour leur donner une identité qui ne soit pas forcément une référence absolue à quelque chose à des cultures que l'on connaît véritablement.
par exemple dans les bâtiments sur Arrakis, et notamment sur la scène de fin où il y a Paul et Sting qui se combattent. Si on regarde les architectures, ça ressemble beaucoup à ce que l'on pourrait retrouver dans l'architecture au Maghreb ou au Proche-Orient, par exemple. Alors, il n'y a pas forcément les voûtes en forme de flamme, mais c'est avec les mosaïques et les couleurs utilisées. Ah, je vais les montrer en stream. Euh, Ouais, je crois que je t'ai posté une Tu m'as posté photo. une image, c'est ici. Oui. Ouais, là où on voit Paul descendre les marches. Ouais. Voilà, exactement. Dans cette image-là, on ressent bien l'architecture que l'on peut retrouver au Maroc ou même en Espagne, dans l'héritage de l'occupation euh, l'occupation arabe. Bah de Qui, toute ouais, façon, c'est un palais à la base qui est pas construit à Caladan, hein. C'est pas un palais c'est pas un palais caladanien. C'est un palais en fait dans l'historique. En plus, c'est un palais qui a été construit par les Fremen. Donc du coup, voilà, c'est à l'époque exact. où ils étaient encore pas en distil. Oui, voilà, qui étaient encore maîtres de leur territoire, ouais, C'est ça. clairement. Ouais. Et c'est ça que je trouve que je trouve bien travaillé dans ce film, c'est que toutes ces factions-là ont leur identité architecturale et identité visuelle même. Et les Harkonnen, en l'occurrence, ce côté industriel contemporain, il est bien travaillé. J'aime beaucoup sa vision industrielle de la chose. On pourrait presque y voir un détroit délabré en pleine période de production intensive, quoi. Du coup, je viens rapidement de rechercher un petit peu sur internet. Donc, il y a eu des événements, justement, comme tu dis, de bataille avec des machines pensantes, un peu un peu comme on retrouve chez Dan Simmons, etc. Et en fait, encore une fois, c'est la conclusion de l'issue de cette bataille, c'est faite lorsqu'un Harkonnen s'est opposé à un Atreide, en fait. Du coup, l'Harkonnen a préféré tuer les otages, bref, a fait quelque chose de pas forcément super, plutôt que... et du coup, on a jeté, ça a jeté un voile, en tout cas, sur sur les Harkonnen. Ce qui a fait que du coup, ce qui explique plus ou moins que les futures générations de Harkonnen sont encore plus méchants, parce que généralement ils étaient considérés comme un peu les connards de la galaxie. Ouais, c'est ça. La scission qui a été... ouais, la scission entre les Atreides et les Harkonnen date de l'époque de la bataille, de la fin de la bataille contre les machines. Ouais, c'est ça. Ok, ok. Après, je t'avoue que ça fait partie de je crois pas les avoir tous lus, hein, les dunes, les anciens dunes, hein, qui sont l'objet de la bataille de Corrin, etc. Hein. C'est parce qu'en fait, ça se passe vraiment avant le cycle initial de Frank Herbert. Je crois que j'avais commencé à les lire, mais je les ai pas tous lus. D'accord. Je viens un peu de rechercher, mais ça me dit quelque chose rapidement, hein, la bataille des mondes, la bataille de Corrin, ça me dit vraiment vaguement quelque chose. Après, ce qu'il disait aussi sur le wiki, c'est que ça se relatait, il y avait énormément de similitudes par rapport à Dan Simmons, donc peut-être que c'est plutôt Dan Simmons qui me revient en tête. Ok. Ouais, c'est ça, c'est le djihad butlérien en fait, justement, tout à fait. Mais je crois que je l'ai lu en fait, parce que ça me dit vraiment quelque chose, le djihad butlérien, on en parle à la fois. Bah, moi, C'est la croisade en fait contre les ordinateurs, les machines conscientes et les robots conscients en fait. Ouais. Moi, j'en ai eu connaissance justement avec ce film. J'en ai pas eu connaissance avec le livre, puisque comme je t'ai dit, moi j'ai lu juste les 2 premiers tomes de Dune qui retrace tout le film, et j'avais commencé, alors je sais pas si c'est les enfants de Dune ou le Messie de Dune, où le début de l'histoire ça commence avec un complot qui est fait contre Paul, et Paul a une préscience par rapport à ce complot et son assassinat, et il peut pas, il est dans une approche où il ne peut pas éviter cet événement-là en fait. Oui, je vois. Je suis plus. Et il faut arrêter à ce moment-là.
avec le sans-visage qui reprend l'apparence de... Comment il s'appelle? J'ai noté son nom tout à l'heure, justement. Mince. Et salut Gatekeys. Son fidèle, là, son fidèle guerrier qu'on voit à peine dans le film. Ah oui. Dungan. Ah oui. Je fais un peu de place. Voilà, Duncan c'est ça. Idaho. Duncan Idaho, c'est ça. Exactement, Rodan. C'est ça, c'est ça. Alors Et moi... c'est dommage que dans le film, ils ont pas plus appuyé sur ce personnage parce qu'il est Non, quand même, ouais. il est quand même assez emblématique parce on sent que c'est quelqu'un de proche de Paul, mais au final, on a presque l'impression que Garnet est plus proche de Paul que Duncan. Oui, il aurait dû un rôle beaucoup plus secondaire comparé Ouais. au livre. Alors moi, les Harkonnen, ce qui m'a vraiment frappé, c'est vraiment l'esthétique verte. Et je me souviens quand j'étais enfant, la scène, justement cette scène-là, où c'est la scène dont on parle, où il lui ouvre le cœur, c'est cette esthétique-là, avec le vert maladif, le maquillage du baron Harkonnen, avec ses pustules orangées, verts, et le sang qui tache les tulipes. Ah, il y a un côté tellement graphique dans cette scène, et je me disais, no wonder pourquoi j'aime bien les monstres, les freaks, parce que ça y est pas, hein. Je crois pas. Je me souviens pas qu'il y avait forcément des mutilations chez les Harkonnen, sauf, arrêtez-moi le contraire. Oui. Oui, Idaho, c'est l'un des personnages les plus importants, mais même dans le livre, il apparaît assez peu. Dans le premier tome, en tout cas, oui. Ah, d'accord, ok. Ok. Mais oui. je me souviens pas qu'il y avait forcément des mutilations ou des crânes rasés ou... La scène que tu montrais où le baron il arrache la goupille là, qui sert à maintenir le cœur artificiel à battre, ça m'a fait penser à des performances d'art contemporain qui se voulaient dégueulasses. Et ça m'étonne même pas que David Lynch ait utilisé. Enfin, ça m'étonnerait pas, c'est encore une supposition, hein. Je fais que de la supposition et j'affirme absolument rien dans ce que je dis. Mais ça m'étonnerait pas que David Lynch à l'époque s'est inspiré d'art contemporain des années 80, où il y avait une mouvance, je me rappelle plus du nom de cette mouvance, où en fait il simulait des scènes hyper trash, violentes visuellement. Et il y a quelque chose de cet ordre-là, où c'est pas. Dans l'acte, on voit pas la violence parce qu'on a l'impression que le baron il arrive, il est gentil et tout. Et en fait, Ah on bon, sent qu'il tu vois, je vois ça arriver dans la nuit, non, je pars en courant. Oui, mais voilà, mais tu sais, avec son aspect complètement hideux et complètement, tu sais, il est répugnant quoi le personnage. Mais il prend un air très, comment dire, très gentil et tout. Il est tout enjoué, mais tu sens qu'il est répugnant le personnage. Tu n'as pas envie qu'il te touche. Mais oui, Et là, justement. dans cette scène, en fait, c'est cette espèce de contraste entre sa fausse gentillesse, parce qu'il a qu'une envie, c'est qu'en fait sa gentillesse, elle apparaît à ce moment-là dans le film, juste pour assouvir son plaisir de souffrance à travers l'autre. Alors du coup, Shebu nous dit que dans le livre, il parle des mutilations. Bah, je me souviens plus, Shebu, donc si tu dis qu'ils en parlent, je m'en souvenais pas. Tu vois, je me souvenais que justement, il maltraitait. Il a une préférence pour les jeunes enfants et les jeunes garçons. Ça j'ai en tête. Mais du coup, je me souvenais plus des mutilations, donc autant pour moi. Ouais, je m'en rappelle plus non plus, très honnêtement. C'était il y a 15 ans en arrière, comme je le disais tout à l'heure, et j'ai vite de souvenirs du roman. Avant ce stream, je m'étais dit, bon allez, je me motive. J'ai même sorti le bouquin, là, je l'ai là. C'est le bouquin que mon frère justement m'avait laissé à l'époque. Je sais pas si on le voit. Attends, non. Je suis pas sur le bon stream. Attends, je suis pas non plus dessus. Hop. Hop. Ah non, j'ai pas coupé. Là, voilà.
Ça, c'est un bouquin que j'ai récupéré de la bibliothèque de mon frère Arwan, qui justement m'avait fait voir tous les films de science-fiction et tout ça. Ah oui, oula, t'es vieille édition, ouais, je vois très bien. C'est classe, C'est celle-là. l'édition SF de chez Press Pocket. Bon, donc ça, c'est vraiment, je l'avais pendant des années et des années, cette édition-là, et je l'avais jamais lu, et je l'ai lu seulement en 2006, et c'était il y a 15 ans. Et avant le stream, je m'étais dit, allez, je me replonge dedans, je le relis en 2 spi. Et au final, je me suis dit, mais non, arrête, tu te mets trop de pression, ça sert à rien. Vas-y, fais comme tu le sens. Tu le reliras pour le plaisir, et ça sert à rien de te mettre la pression. Bon, on part sur des Harkonnen alors. Alors écoute, je suis partie sur des Harkonnen, et d'ailleurs, un dernier petit point avant de partir là-dessus. Ouais. La bouche très béante me fait penser, et il y a aussi l'architecture qu'on peut voir aussi au tout début, au tout début sur les arches de la salle du trône qui me font penser vraiment à un côté Giger. Ça me fait penser vraiment à la cafétéria de Giger avec toute cette haie d'enfants, de têtes d'enfants un peu très joufflues. Moi, ça me fait vraiment penser à ça. Ouais, ouais, clairement, c'est vrai, il y a de ça, ouais. Mais c'est clair que Giger a eu une grosse influence aussi dans la SF des années 80, hein. Clairement, clairement. Clairement, clairement. Hum. Ceci Ah, dit, ouais, 2 ans avant, il était en train de faire Blue Velvet, qui est très bien d'ailleurs, Blue Velvet de Lynch. Ah, et tu es moyen fan des méta-barons de Jodorowsky, mais si tu lis le premier, il est clairement en train de recycler son travail sur Dune. Alors oui, bah totalement, c'est parce qu'en fait, il est... et en plus, il avait bossé sur Dune avant, et ensuite, après, il a écrit les méta-barons. Ça, je savais, je l'ai pas lu, mais du coup, je crois que Erwan, justement, tu voulais en parler en plus des méta-barons. ouais. Mais qui c'est qui dit qu'il aime pas Métabaron là, que je m'énerve? C'est Roden. Ronan, on va pas être potes tous les deux, hein. On va pas être potes. Parce qu'en termes de qualité graphique, quand même, c'est monstrueux hein, ce qu'ils ont fait dans cette œuvre. Enfin, pour moi, c'est un vrai chef-d'œuvre, cette bande dessinée là. C'est quoi que t'as pas aimé là-dedans? Parce que justement, moi, je faisais le parallèle entre le film de David Lynch et ben, le coup manqué du film qui était prévu avec Jodorowsky. Mais ouais, non, la BD, non, la BD, je suis désolé, tu sais. Enfin, graphiquement, tu sais, quand je vois ça, moi, euh, ça me rend fou, moi. Je suis complètement fan. Graphiquement, c'est super beau, quoi. Et je prends une page au hasard, mais je vais essayer de prendre une page où il n'y a pas de, de nudité pour pas se faire strike. Donc elle sera pas complètement au hasard. Voilà, par exemple, ça. Enfin, je sais pas, moi, quand j'ai lu cette BD, je devais avoir, je sais pas, 15 ans, quelque chose comme ça. Donc ça remonte à 94 à peu près. Quand je vois ça, quand j'ai 15 ans, mais je valide à 3000%, quoi. Et ça, c'est de l'aquarelle. C'est de l'aquarelle, ça. Complètement dingue. C'est complètement dingue. Là, ce personnage-là, c'est clairement une revisite du baron, quoi. Clairement. Enfin, il y a plein de choses dans cette BD. Non, non, non. Graphiquement et l'histoire en elle-même, je trouve qu'elle est. Enfin, moi, ça m'a fait voyager, quoi, à l'époque, clairement. Ah, tu préfères l'Incal. Mais après, l'Incal, j'aime beaucoup aussi hein, l'Incal. Et même. Comment Mobius. Pardon? Mobius. Moebius, merci. Oui, voilà, c'est ça. Mais clairement, Moebius et tout ça, c'est toute une époque, quoi. Et clairement, pour des œuvres, je suis pas dans une comparaison, par exemple, tout à l'heure on parlait de Star Wars.
Il y a beaucoup de personnes qui font la comparaison et qui rentrent dans un débat stérile à vouloir opposer deux œuvres l'une à l'autre. Et il y a la fameuse opposition entre l'univers de Star Wars et Star Trek. Je vois pas je vois pas en quoi ce genre de débat se justifie en fait. C'est un peu comme le débat du pain au chocolat et de la chocolatine. Bah écoute, t'appelles ça comme tu veux. Il n'y a pas de débat, hein, t'es content, tu manges ton pain au chocolat ou ta chocolatine et t'es heureux. Et c'est ça qui compte, non? Et c'est pareil pour les œuvres, pour moi. En tout cas, c'est personnel. Et hop. Hop, voilà. I am stopping. Parce que l'aquarelle, en fait, tu peux, tant que le papier est là, tu peux faire et encore, et encore, et encore, et encore. Et du coup, on a gardé le meilleur pour la fin. Ben oui. Bon, moi pour le coup, là, les Bene Gesserit, je le fais sur grand format par contre. Essayez, ouais, voilà. Nickel. Bon, là, on attaque on attaque le plus gros, le plus beau. Voilà. On va attaquer les Bene Gesserit, forcément. Alors, donc, pour rappel, je vous remets une image d'une matriarche. Ah, ça. Ce design, en fait, ces femmes. C'est pour ça, tu sais, avant le stream, je t'ai montré 2 photos de peinture du Moyen-Âge. Oui, je vais les afficher. J'ai pris le soin d'en censurer une parce qu'on voit le petit oiseau de l'enfant et le sein de la femme pour pas être strike par Twitch. Mais j'y vois dans les Bene Gesserit une inspiration de certaines peintures du Moyen-Âge. Il y a celle-ci et il y en a une autre aussi qui est assez criante de vérité par rapport à ce long front qui est mis en évidence. C'est la dernière normalement. Ouais, c'est celle-là, je crois, ouais. Celle-là, exactement. Et je trouve qu'en fait, dans ces représentations picturales du Moyen-Âge, il y a quelque chose qui est assez proche de la représentation que je me fais des j'ai du mal, ça y est, j'y arrive plus. Des Bene Gesserit. Voilà. Ah, totalement, hein. Donc pour rappel, du coup l'ordre des Bene Gesserit, donc c'est un ordre aux origines et aux motivations assez mystérieuses. Donc c'est une sororité, donc il n'y a que des femmes qui vont entraîner leur corps et leur esprit en
En gros, c'est comme si elles débloquaient 100% de leur capacité cérébrale pour obtenir des pouvoirs et des capacités surhumaines. Et donc, c'est un ordre qui exerce une influence politique et religieuse à travers tout l'impérium. Et ce sont vraiment des femmes de l'ombre, en fait. L'empereur n'est pas le vrai dirigeant de l'impérium, en fait. C'est le Bene Gesserit, en fait. C'est vraiment l'éminence grise. Et donc les plus connus, donc justement, donc c'est un système matriarcal, donc les sœurs qui arrivent au rang de matriarche sont appelées les révérentes mères. Et donc du coup c'est du coup une révérente mère qu'on a ici en fait, qui conseille l'empereur en fait. Oui, voilà, elle est magnifique. Je la trouve super belle cette femme. Ah totalement. Elle est vraiment très très belle quoi. J'aime trop cette photo. Il y a un côté religieux, mais il y a un côté en même temps féminin en fait. Ça, c'est dans cette robe, dans cette. On n'est pas sur quelque chose de religieux, donc c'est prude et etc. Tu vois, c'est vraiment quelque chose de beaucoup plus féminin que ça en fait. Qui est féminin, mais en même temps tellement dangereux parce que du coup elles font passer du coup l'épreuve pour sélectionner les sœurs, elles font passer l'épreuve du Gom Jabbar. L'épreuve du Gom Jabbar, c'est donc elles ont au bout de leurs doigts un dard contenant un poison. Et là, dans l'épreuve que passe Paul, c'est s'il bouge ou retire sa main face à la douleur, elle le tue en fait en lui injectant ce poison en fait. Ouais, et par rapport à leur tenue vestimentaire et leur stature, il y a quelque chose à la fois très délicat et en même temps qui en impose bien plus que l'empereur quoi. C'est que ne serait-ce qu'à travers la voix. Justement dans cette scène-là où elle invite Paul à venir mettre sa main dans la boîte et que Paul veut résister, elle utilise la voix. Et à travers la voix, dans le film, on ressent bien cette force qu'elle a de manipulation de l'esprit humain, en fait. Et c'est ça, c'est ce contraste qu'il y a dans ces femmes, c'est qu'il y a de la délicatesse, de la stature très, très droite, stricte, et en même temps ce côté très fort. Ouais. J'aime beaucoup cette représentation féminine, matriarche. Mais du coup, oui, Octopus, l'analyse c'est super intéressant. Les matriarches, on l'a gardé pour la fin parce que c'est vraiment l'un des personnages les plus complexes, à mon sens, de Dune en fait. Et on attend totalement le film 2009. J'attends de voir ce que ça va donner parce que les matriarches ont été représentés de différentes manières. Et pour moi, cette représentation-là qu'a fait Lynch, elle est très très iconique. Et j'espère qu'ils vont savoir se réinventer tout en gardant justement la complexité du personnage en fait. Chose peut-être donc ce que tu mentionnais, donc du coup la voix, ce qui est utilisé en fait c'est surtout par les Bene Gesserit justement pour contrôler la douleur, c'est la litanie contre la peur en fait, c'est la séquence qui est très connue justement que Paul va réciter. Je ne connaîtrai pas la peur, car la peur tue un esprit. Oui. Elle est vraiment superbe cette scène là. Ouais, dans cette scène tout à l'heure justement avant le stream je l'ai re-regardé. Il y a un jeu qui est fait au niveau du son dans le montage qui est super bien fait, où Paul récite ça et le son de la voix de Paul est au premier plan et la voix de la Bene Gesserit est en second. Et au fur et à mesure quand on avance dans la scène, il y a un inversement qui s'opère, un fondu entre les deux voix, et la voix de Paul se perd dans le lointain et la Bene Gesserit prend le dessus en fait. Et on sent vraiment qu'il y a une intensité dans la scène, aussi bien dans les paroles, dans le son, que dans le jeu d'acteur. Et tu parlais de comment il allait interpréter les Bene Gesserit, si elles allaient être suffisamment bien interprétées. Mais oui, il faut voir comment aussi les actrices qui vont les incarner, si elles vont être à la hauteur aussi. Oui, tout à fait. Parce que ça, c'est important. Hein. Parce qu'en fait, il faut pas... à la différence en fait d'un ordre religieux où on va avoir une certaine humilité,
on va s'effacer en fait par rapport à ça. Là, le Bene Gesserit, c'est pas du tout comme ça en fait. Hein. Ils sont orgueilleux comme pas possible. Elles savent qu'elles contrôlent le pouvoir. Elles contrôlent en fait les mariages. Elles font de l'eugénisme sur la. Clairement, c'est de l'eugénisme. Elles se considèrent comme les bergères de l'humanité. C'est une position limite divine en fait qu'elles ont. Mais leur seule faiblesse, c'est qu'elles sont, les matriarches en tout cas, dépendantes de l'épice. Et c'est pour ça aussi que ça les gêne que Paul prenne possession de l'épice et d'Arrakis, en fait, totalement. Ouais. Carrément. Mais moi, ce qui m'intéresse vraiment, en fait, c'est cette religion. Elle propage des fake news. Donc, pour ceux qui n'ont pas vu, le film, donc dans le film, en fait, Paul est annoncé comme étant le Kwisatz Haderach. Et ce qu'il faut savoir, désolé, je refais un rappel, mais du coup, on avait déjà parlé, c'est que le Kwisatz Haderach, en fait, c'est une fake news, c'est une fausse religion, enfin c'est une croyance propagée par le Bene Gesserit pour se protéger, en fait, quand ils vont sur des nouvelles planètes, en fait. C'est de la manipulation pure et dure, en fait. C'est assez impressionnant. Et au final, qui se passe, si on peut spoil là. Oui, je pense. Bon. Tout le monde l'a vu de toute façon. Si vous n'avez pas vu, bloquez le stream en pause et revenez dans 5 minutes. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, elles sont prises par leur propre manipulation, de par l'incarnation de Paul à travers ce Messie, en quelque sorte. Parce que c'est le premier homme, enfin non, c'est l'homme qui arrive à comment dire, à boire l'eau de la vie sur Dune, en fait. Et c'est ça qui lui donne les mêmes pouvoirs que les Bene Gesserit, qui était un pouvoir réservé justement à ces femmes-là. Donc à travers le personnage de Paul, il y a aussi quelque chose qui est très masculin, et en même temps, il n'est pas, comment dire, il n'est pas... Merci Octo, bonne soirée. Il cherche pas non plus à s'imposer en tant comme. C'est plus l'individu, il se sent incarné comme Messie. Voilà. Yeah, just a quick translation for Tio. So Bene Gesserit, it's a religious order, and they actually, just to sum up very quickly, they control everything in the Imperium. They control the marriages, they control the wedding, how the family interacts with them. And so yeah, they are actually the real emperors of the Empire. Et il y a un personnage que tu me disais que t'aimais beaucoup. C'était Alia, c'est ça, la sœur de Paul. Ouais. Mais le tatouage que tu m'as montré, l'illustration du tatouage. Pour moi, c'est Alia, c'est pas la mère. Hein. Mais Alia, tu te souviens de comment est-ce qu'on l'appelait? Alia, il la considère comme une abomination. Est-ce que tu te souviens de ce qu'elle avait en fait comme mémoire en fait? Parce qu'elle a quelque chose que les autres sœurs n'ont pas en fait. Est-ce que tu te souviens de ce que c'était? Alors, est-ce que je me trompe si je dis que c'est la mémoire de sa mère, de son père? C'est ça. Elle a accès à la mémoire seconde, en fait. Et en fait, la problématique, c'est qu'elle accède aussi aux personnalités, en fait. Oui, c'est vrai. C'est une sorte de psy... Elle est née, en fait... elle est née... En fait, elle se fait influencer, en fait. Je sais pas si tu es allé aussi loin que ça dans les livres, mais Alia, en fait, elle a reçu à la fois une bénédiction, puisqu'elle a elle a la mémoire, la psyché de tous ses ancêtres, mais elle a aussi, c'est une malédiction parce que si sa psyché n'est pas suffisamment forte, du coup elle peut se faire posséder. Et c'est ce qui se passe en fait dans le livre après, en fait, où la psyché du baron Harkonnen prend possession petit à petit de Alia Atreides en fait. Ça je sais pas si t'es arrivé jusque là dans les livres. Je suis pas allé, mais il y a pas de souci. Et donc ouais, c'est un point important en fait. C'est un tournant important, je pense, des livres en fait, justement. Et c'est très rare, mais justement la mémoire seconde, justement, je trouve ça intéressant en fait, d'avoir cette sorte
de toute cette connaissance stockée, en fait, en soi. Ouais, clairement, ouais. Ben, tu vois, c'est le genre d'éléments, et d'autres éléments que tu avais dit, tu avais énoncés dans le stream, qui me donnent envie de reprendre justement la lecture des bouquins que j'ai, mais que je n'ai pas dont je n'ai pas pris le temps de lire parce que, moi, ce qui m'avait bloqué à l'époque, je l'avais dit, succinctement tout à l'heure, c'est justement, l'aspect, hyper, religieux et messiatique de Paul, qui prenait trop de place dans le roman. Ça devenait, limite un surhomme et c'est un peu ça qui m'avait, lassé en fait dans la suite, dans le troisième volume de Dune. Mais tout ce que tu as énoncé, sur le lore et tout ça, ça m'a donné envie de redécouvrir l'œuvre, de la même manière que lorsque j'avais lu le Seigneur des Anneaux et après lu, le Silmarillion. Mmh. Quand j'ai lu le Silmarillion et que j'ai su qu'il y avait plein de bouquins à côté qui parlaient en détail de différentes époques du Silmarillion, ça m'a donné envie de creuser le truc. Et là, j'ai envie de faire la même chose avec l'univers de Dune, sur le plan littéraire. Ouais, je comprends, tout à fait. Moi, je comprends tout à fait. Et je te dis merci. Mais je pense aussi, je vais finir par le relire, hein. Donc, on part On part sur... là-dessus, ouais. Ah oui, 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 évidemment. Forcément. Je vais essayer de trouver... Je sais pas si je pars sur celle-ci d'image. Je vais voir. J'hésite en fait, parce qu'il y en a plusieurs où en fait la matriarche a différentes expressions et des expressions qui m'intéressent. Alors moi, de toute façon, j'ai ramené quelque chose d'important. J'ai ramené une peinture à l'acrylique dorée. Parce que je suis vraiment partie pour faire un portrait de la matriarche, mais je veux du doré. Exactement. I have a golden acrylic paint for the matriarch, Theo. So it's gonna be shiny. Petit mot de conclusion sur Dune. Si vous ne le connaissez pas, lisez-le. J'espère que ceux qui ne le connaissent pas dans le chat et avec qui les dessins de Erwan et moi ont fait envie, donc ça vous donnera envie soit d'aller voir le film qui va sortir de Denis Villeneuve, soit de lire les livres, soit de voir les anciens films. Il y a eu énormément d'adaptations, donc faites-vous plaisir.
C'était vraiment super cool ce live avec toi, Erwan. J'ai vraiment adoré. Et ça m'a donné envie de revoir le film, encore une fois. Mm. Mais merci à toi, hein, surtout. Merci à toi pour l'invitation et de m'avoir proposé ce projet. Ça a été très agréable et le plaisir a été partagé, clairement. Et je te garde le petit baron Harkonnen dans mon cœur. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Et en tout cas, merci en tout cas à ceux qui au raid, merci à ceux qui sont venus. En tout cas, ça m'a fait super plaisir. La prochaine session, ça sera sur du Blade Runner, donc n'oubliez pas. Et c'est aussi valable pour toi, Erwan, si tu veux dessiner en parallèle de nous, n'hésite pas à nous le dire. On fera. Je sais pas comment ça va se passer du coup si on va faire si ça va être de la discussion, etc. Faut que je repotasse un petit peu mon sujet, mais voilà. Mais oui, clairement. Il y a de grandes chances que je vienne et que je poste sur le Discord en parallèle. Et puis, n'hésitez pas du coup à aller follow Erwan, qui fait des super trucs. En tout cas, hop, je vous envoie chez Erwan pour passer le reste de la nuit. En plus, je pense qu'il doit écouter, il doit écouter du Toto. Il doit écouter de la musique de... Ouais, voilà, c'est... Donc... Je l'ai mis en boucle. Hein. Écoute, franchement, j'aurais bien aimé, hein, mais là, pour le coup... Oui, après je comprends, il n'y a pas de souci. Hein. Comme en fait j'ai des amis qui n'ont pas Twitch et qui ne pouvaient pas être présents ce soir et qui sont fans du film aussi, je leur ai dit écoute, j'essaierai de le mettre sur YouTube pour que vous puissiez le voir. Et du coup voilà. Oui, bah c'est normal après, c'est normal. Donc voici. Alors, je vais te faire un dernier. Erwan, c'est pour toi. Ah, merci. Je vais te faire un bisou de bonne nuit de la part du baron Harkonnen. Viens là, mon petit. Viens là. Bisous. Bonjour. Pardon. C'est la fatigue de 6h21 de live. Mais c'est ça que c'est bon. Alors, sur ce, moi, je vous envoie chez Erwan. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à jeudi. Jeudi, je fais du jeu vidéo. Je vais tester le jeu Perfect Teams, qui est un Slave Spire et qui est en pixel art. Donc, j'aimerais bien un jour faire du pixel art. Un jour, vous me verrez faire du pixel art. Voilà, ça c'est dit. Ça fait partie des choses que je dis et que je fais jamais, mais... Alors, je vais arriver à... Je raid hein, d'ici 2 minutes. Faut que je trouve mon stream manager parmi toutes les choses. Hop. Fais gaffe à bien mettre un 0 à la place du haut. Oui, mais en fait, moi je le tape pas. Je vais dans mon stream manager, je tape R_ et normalement, je tombe direct sur toi. Ah non, R_1 avec ton 0, ça j'ai l'habitude. Ah non, voilà, c'est bon, je t'ai trouvé. Ah, voilà. Parfait. Des bisous sandwich, des bisous à tous. Passez une bonne nuit. Bonne nuit Erwan. Je vais rester un petit peu, je pense, sur ton live, le temps de ranger mes affaires. Mais voilà. Et hop, je reste. Encore merci, hein. Merci encore à toi. C'était vraiment cool. Je me suis remis à jour dans mon truc de Dune. Tu as sorti vraiment des trucs super intéressants sur l'architecture et tout auquel j'avais pas pensé. Donc on a été bien complémentaires. Donc je te remercie énormément. C'était un live super enrichissant. C'est cool alors. C'est partagé. Et c'est la fin. C'est la fin, je disparais dans le néant Attendez, je vais vous le faire à l'ASMR. Que les astres lubriques brillent sur vos fesses à tous.